Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est un sujet assez général et en même temps très concret, très précis aussi. Comment vivre plus longtemps et en bonne santé? C'est une question qu'on se posera peut-être tous et toutes un jour ou l'autre dans notre vie. Et quand on y pense, en un siècle, on a gagné en espérance de vie une trentaine d'années. C'est absolument phénoménal. Jamais dans l'histoire de l'humanité, cela s'était passé. Et donc, c'est une bonne nouvelle dans un sens. La moins bonne nouvelle, je pense que nos systèmes de santé sont encore des systèmes de santé qui s'intéressent davantage aux malades qu'à la santé elle-même, bien que la science sait maintenant et de plus en plus que ce n'est peut-être pas la façon optimale de vivre longtemps et de vivre en santé, de se concentrer uniquement quand la maladie arrive, de prendre soin de notre santé lorsqu'on est malade. Peut-être que c'est intéressant aussi d'agir en amont. Je vais donc vous proposer des conseils, des astuces. Souvenez-vous que ces conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation d'un professionnel de la santé et vous devez adapter tous ces conseils à votre propre condition physique. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. C'est normal à votre âge, il est aussi question de vivre plus longtemps et Lève-toi et marche. Alors ce sont 3 livres dans lesquels vous allez trouver beaucoup des conseils que je vous donne aujourd'hui et d'autres. Et vous pouvez vous les procurer un peu partout au Canada et de l'autre côté de l'Atlantique. Prendre la mesure lorsqu'il est question de longévité, lorsqu'il est question de santé, je pense que c'est une étape qui est importante. Je vous le disais, on a gagné une trentaine d'années en espérance de vie. C'est absolument énorme, c'est absolument phénoménal en une centaine d'années seulement et la science a évolué et je pense qu'on gagne tous à s'approprier ces nouvelles connaissances et il y a des éléments parfois qu'on peut se dire « Ah, on le sait, ça, on a déjà entendu parler de ça ». Parfois, ces connaissances ont été peaufinés, ont été bonifiés et c'est intéressant de parler de tout ça aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler de l'indice de masse corporelle lorsqu'il est question de prendre la mesure. Est-ce que c'est un élément qui est êtes-vous familière avec l'indice de masse corporelle? Pouvez-vous calculer votre indice de masse corporelle? Et je pense que c'est intéressant de le faire parce que c'est lié à vraiment beaucoup de problèmes de santé. On est plus à risque d'avoir certains problèmes de santé et parfois ça demeure quelque chose de relativement mystérieux. C'est un calcul mathématique, on va le voir ensemble. C'est assez simple de le faire et ça nous permet de nous positionner notre IMC sur une échelle de, vous le voyez, poids insuffisant jusqu'à obésité morbide. C'est un sujet très sensible. Lorsqu'on parle d'obésité, ça soulève beaucoup d'enjeux sociaux, personnels aussi. Parfois, on se sent coupable. On veut toujours un peu perdre pas toujours, mais il arrive assez fréquemment qu'on veut perdre du poids. Il y a aussi une pression sociale pour perdre du poids. Le but de calculer notre IMC, c'est pas de se dire si c'est bon ou si c'est mauvais, mais c'est seulement d'en prendre conscience pour bien mesurer justement les facteurs de risque et peut-être mieux comprendre notre risque d'être malade ou nos chances de pouvoir être en bonne santé. Alors, on va regarder la façon de calculer l'IMC et on va le mettre en parallèle dans quelques minutes avec une autre donnée, et ça aussi c'est important. Donc, c'est votre poids en kilogrammes divisé par votre taille au carré. Alors, si on fait un calcul ensemble fictif, si je pèse 75 kg, je mesure 1,60 m, alors je fais 1,60 m fois 1,60 m, ce qui me donnera toujours mon 75 kg, mais divisé cette fois-ci par 2,56 et ça me donnera un calcul de 29,3. Alors, si on place le 29,3 sur une échelle, comme ça, une échelle visuelle, si je vous posais la question, 29,3, un IMC de 29,3, ça entre dans quelle catégorie? D'un poids insuffisant, d'un poids santé, de surpoids, d'obésité ou d'obésité morbide? Je vous laisse répondre et c'est intéressant vraiment de se familiariser avec ça pour que ça devienne aussi simple d'une certaine façon que notre poids ou notre taille. Alors selon vous, je vais vous agrandir un petit peu cette diapo. Je vous laisse regarder les images. Je prends une petite gorgée d'eau à votre santé. Alors, vous
classifieriez le 29.3 dans les différentes catégories que je vous ai données. Alors, on voit, c'est une illustration, on aurait pu la faire vraiment différemment. Alors, on a à l'extrême droite l'obésité morbide, et je fais une petite parenthèse, il y a différentes façons aussi de classer l'obésité. Il y a mais je vous le présente de façon simple aujourd'hui, obésité morbide, obésité, surpoids, poids santé ou poids insuffisant. Alors, Brigitte répond, un poids à la limite du surpoids. Joël parle de surpoids. Il y a Dalia qui parle de normal. Alors, il y a Rachel aussi qui parle de normal à 29,3. Je ne sais pas s'il y a d'autres réponses. N'hésitez pas à utiliser le chat, le fil de discussion pour qu'on puisse voir vos réponses. Il y a Linda qui écrit plus 22. Je crois que ça commence à un surpoids orange, au-delà de 22. Il y a Félix qui parle de poids normal et il y a Anne qui parle de normal. Alors, on y va avec un indice de masse corporelle normal parce que le poids lui-même ne veut rien dire en fait, pour plein de raisons qu'on pourrait élaborer vraiment beaucoup, mais on parle vraiment de l'indice de masse corporelle. Alors, c'est une donnée différente et complémentaire avec le poids. Il y a AS qui parle aussi laissez-moi le mettre à l'écran, de surpoids. Il y a Hugues, bonsoir Hugues, qui nous parle d'obésité. Alors, la réponse à la question, je vous la donne dans quelques instants, mais je vais vous donner d'autres chiffres. 18 et moins, c'est un poids qui est insuffisant. Et 40, c'est l'obésité morbide. Alors, on voit que le poids normal est quand même pas mal plus bas, que l'indice de masse corporelle normal est vraiment plus basse que 29.3. Je vous le montre sur un tableau différent. Alors, vous voyez, je vous laisse en gros pour que vous voyez bien. Dites-moi si c'est trop petit. Moi, j'ai un gros écran, mais peut-être que vous, c'est trop petit, vous me le direz. Alors, poids insuffisant, c'est en bas de 18. Un poids santé, c'est jusqu'à 24.9. Surpoids, 25 à 29.9. Alors, la réponse, c'était surpoids, limite obésité. Alors, c'est une façon de calculer plusieurs facteurs de risque de plusieurs problèmes de santé. Et en fait, lorsqu'on s'approche du surpoids avancé vers l'obésité, les risques augmentent vraiment de façon importante de maladies cardiovasculaires, notamment d'hypertension artérielle, notamment, et l'obésité morbide est aussi associée à une diminution d'espérance de vie de plusieurs années. Alors, on oublie, je pense, de se le rappeler, et l'idée, si on est en situation d'obésité morbide ou obésité, il y a d'autres éléments aussi qui peuvent diminuer notre facteur de risque. Il y a des études qui ont démontré qu'il y a des personnes en situation d'obésité qui sont en bonne santé métabolique parce qu'elles ont si on analyse leur situation, on se rend compte qu'elles ne fument pas, par exemple, qu'elles ont une bonne capacité cardio-respiratoire. Alors, quand on parle de vivre longtemps et en bonne santé, on parle aussi de facteurs de risque. Il y en a d'autres, mais pour ce qui est de l'IMC, lorsque la personne est en situation de surpoids ou d'obésité, les risques, notamment de maladies cardiovasculaires, sont plus élevés. Et il y a Brigitte qui indique aussi que l'IMC comprend, en fait, c'est un poids, c'est le poids de tout votre corps. Alors, ça comprend l'eau, les muscles, le gras. Alors, les personnes qui sont très musclées et qui sont donc très pesantes, parce que le muscle, c'est plus pesant que du gras à volume égal, mais ça peut fausser un peu la donne. Et aussi, durant la ménopause, et les femmes notamment qui sont ménopausées, on doit analyser l'indice de masse corporelle avec un peu de nuance, bien que la donnée tienne toujours, mais il y a, oui, des nuances à faire. Alors, ça reste une donnée incomplète et une donnée imparfaite. Et dans votre commentaire, Brigitte, on peut en déduire que c'est une donnée imparfaite puisque ça ne distingue pas différents tissus dans le poids. Et lorsqu'on ne se fie qu'à notre poids, pas l'IMC, lorsqu'on ne se fie qu'à notre poids pour prendre soin de notre santé, c'est un chiffre qui donne vraiment peu d'informations. On doit, à mon sens, tenir compte de l'IMC. Connaissez-vous votre IMC? Ça peut être intéressant de le calculer. Êtes-vous en situation de surpoids ou d'obésité? J'ai des patients qui me disent, moi, je suis en situation d'obésité. Quand on calcule, ces personnes ne sont même pas en surpoids. Parfois, c'est le contraire. Mais donc, connaître son IMC, mais ça reste une mesure incomplète et parfois, ça nous donne vraiment une illusion. J'aime bien cette illustration-ci. Si vous regardez à gauche, on voit qu'il y a 7
objets. Hein? Il y a 7 petits rectangles, ou carrés plutôt. Et si vous comptez à droite, il y en a 5. Donc, c'est une certaine forme d'illusion. Et l'indice de masse corporelle est parfois aussi une illusion, comme le poids est aussi une illusion. Il y a une autre donnée qu'on doit absolument tenir en compte, et j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous la connaissez? Cette donnée-là qu'on doit tenir en compte aussi, l'IMC vous joue un tour définitivement, et on a besoin d'une donnée supplémentaire pour vérifier, pour mesurer, on veut prendre la mesure de certains facteurs de risque, et ce tour que l'IMC vous joue, il est vraiment de taille. Alors, quel est cet élément que vous devez absolument mesurer? C'est important. C'est simple, c'est le tour de taille. Et on doit en tenir compte, parce que sinon, on ne tient compte que de ce chiffre qui ne distingue pas, notamment si le tissu adipeux, si le gras est situé au niveau de la taille ou il est réparti un peu partout. On sait par exemple que le gras sous-cutané est beaucoup moins dommageable que le gras qui est situé dans l'abdomen, et le tour de taille nous permet de distinguer justement cette répartition des masses, cette répartition notamment du tissu adipeux. Alors Arlette nous parle du tour de taille, donc vous avez vu juste, et j'aimerais bien vous lire aussi cette phrase-là. Donc une personne sur 5 non obèse, selon l'IMC, selon ce qu'on vient de calculer, présenterait un tour de taille à risque élevé de développer donc des maladies chroniques. Il y a le diabète, on préfère une longue liste. Hein. L'obésité abdominale, c'est associé notamment à plusieurs types d'arthrite. Ça augmente vraiment notre facteur de risque de maladies chroniques, donc de peut-être vivre moins longtemps et surtout, j'allais dire, en moins bonne santé. À quoi bon vivre jusqu'à 120 ans si on est grabataire à partir de 60 ans? On veut vivre longtemps, en tout cas c'est mon cas, et aussi en bonne santé. Et donc, on peut ne pas être en situation d'obésité, comme vous le voyez à l'écran, et obésité selon l'IMC, mais présenter un tour de taille à risque élevé et être à risque de maladie. Et là, on tombe dans la piste de la perte de poids. On n'ira pas là tout de suite, mais au moins d'en prendre conscience. Et si je vous posais la question, quel est le chiffre qui détermine si on a un tour de taille qui est à risque élevé, par exemple, de maladie chronique ou à risque légèrement augmenté? Connaissez-vous cette mesure? Pour ce qui est de l'IMC, je vous en ai parlé. Pour ce qui est du tour de taille, c'est un chiffre qu'on connaît moins. C'est une donnée qui n'est pas si récente que ça, mais c'est une donnée qu'on ne tenait pas en compte il y a quelques décennies, ou en fait très peu. Alors, je vous donne ces chiffres-là, mais avant, je veux vous présenter des illustrations du gras sous-cutané qui est sur l'illustration de gauche. Il y a les muscles, les abdominaux, entre autres les muscles de l'abdomen, et il y a le gras viscéral qui est ça le dit, autour des viscères qui sont dans votre abdomen. Sur les illustrations de droite, vous voyez que le gras n'est pas du tout au même endroit. C'est un peu... c'est une illustration, évidemment. Il n'y a jamais juste du gras du côté près des viscères ou juste du gras sous-cutané. C'est souvent une combinaison des deux et souvent les deux sont présents. Mais vous voyez que lorsque les viscères, dans l'illustration du bas à droite, sont vraiment entourés de gras, bien, leur fonctionnement n'est vraiment pas optimal. Alors, c'est intéressant d'en prendre conscience et ça peut être aussi peut-être une motivation pour s'approcher d'un poids santé. Alors, obésité abdominale, le risque augmenté pour la santé, et j'ai souligné augmenté, vous allez voir dans la diapo suivante, c'est différent, un tour de taille de 94 à 102 cm chez l'homme et chez la femme, un tour de taille de 80 à 88 cm, donc chez la femme, qui correspond à l'obésité abdominale. Alors, Arlette, vous aviez la bonne réponse en écrivant 88 chez les femmes. Vous êtes quelques-uns, quelques-unes à ne pas connaître ces chiffres-là et ne vous sentez pas seul parce que très peu de personnes connaissent ce chiffre-là. Mais donc, les données que je vous donne, c'est pour un risque augmenté pour la santé, notamment de maladies chroniques. Si on regarde sur l'autre diapo, qui est toujours en termes d'obésité abdominale, qui est un risque
les données que vous voyez sont associées à un risque élevé pour la santé et on pourrait entrer dans les détails, par exemple, avoir une obésité abdominale et une obésité selon l'IMC. Et là, il y a plusieurs combinaisons qu'on peut faire et vous vous doutez que plus on a un IMC qui est concordant avec de l'obésité et et une obésité abdominale, bien, les risques augmentent et les risques augmentent beaucoup. Et là, il n'y a pas de magie sur une population. Si on était tous en situation d'obésité IMC et obésité abdominale, les urgences seraient beaucoup plus bondées, encore plus bondées, devrais-je dire, et les systèmes de santé seraient encore plus occupés. Et à l'inverse, si on arrivait collectivement à diminuer la proportion par exemple, de personnes en situation d'obésité abdominale, on aurait des bienfaits sur la santé d'une population. Et j'insiste sur ces études-là, on ne le dit peut-être pas suffisamment, mais ce sont sur des populations. On ne peut pas prendre une personne ici et là et de conclure, parce qu'elle est en situation d'obésité abdominale, par exemple, qu'elle aura un X problème de santé, du diabète, de l'arthrite, une maladie cardiovasculaire, un AVC, peu importe. C'est vraiment dans des échelles populationnelles, mais par contre, on peut peut-être aussi tirer des conclusions pour notre propre vie à nous maintenant et plus tard. En général, ces questions-là intéressent les personnes qui sont davantage dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine et plus. Or, plus on agit en amont, bien, plus on met les chances de notre côté. Ça devrait, je pense, intéresser tout le monde. Je pense qu'on devrait peut-être faire un peu plus de sensibilisation, mais on a les chiffres. 102 cm chez les hommes et 88 cm chez les femmes correspond en centimètres, évidemment, à de l'obésité abdominale. Maintenant, comment mesurer votre tour de taille? Je vous mets une référence d'un site web, un site qui est canadien. Vous le voyez, je vais vous agrandir un peu l'adresse du site. C'est cœur et AVC, tout ça en un mot, .ca. Il y a vraiment une explication très claire sur comment mesurer votre tour de taille. C'est d'abord important de toujours le mesurer de la même façon pour comparer le même chiffre. Déjà, c'est déjà une bonne chose, mais moi, je vous encourage à mesurer votre tour de taille de la bonne façon parce que peut-être que le chiffre que vous aurez ne serait pas le même si c'était mesuré de la bonne façon. Alors, on le regarde ensemble vraiment très rapidement, mais dégager la région abdominale. Donc, évidemment, pas de vêtements, pas rien du tout, pas de ceinture. Ça, c'est une évidence, je le dis quand même. Debout, vous placez les pieds à une distance équivalente à la largeur de vos épaules. Vous détendez l'abdomen. Vous pouvez vraiment le faire consciemment. Vous tentez de relâcher au maximum. Parfois, l'abdomen est tendu et on ne s'en rend pas compte. Alors, faites-le vraiment consciemment, volontairement. Vous passez un gallon à mesurer autour de votre taille. Et ensuite, vous allez prendre 2 respirations normales. Vous n'allez pas prendre une quantité maximale d'air. Vous prenez 2 respirations normales. Et à la fin, ou après la 2e respiration, vous resserrez le ruban autour de la taille sans faire de pression sur la peau. Alors ça, c'est une façon de prendre votre tour de taille et vous allez placer le gallon à mesurer sur la partie vraiment supérieure de votre bassin. Si on le fait ensemble, en tout cas pour trouver cette partie-là, vous placez vos mains vraiment au niveau de la taille et vous appuyez vers le bas seulement pour trouver la partie la plus haute du bassin. Elle est en latéral. Ce n'est pas la partie à l'avant. Si vous touchez à une partie avant, vous risquez d'être un peu plus bas. La partie la plus proéminente du bassin, ou une des parties proéminentes du bassin, l'épine iliaque antéro-supérieure, pour ne pas la nommer, elle est très facile à palper, mais elle est en général un peu plus bas que la crête iliaque. Donc, vous placez vos mains et vous allez trouver vos crêtes iliaques et vous allez placer vous allez placer le gallon à cet endroit-là et vous allez pouvoir prendre la mesure en suivant les indications. Je pourrais vraiment vous donner plus de détails, mais ça vous donne une bonne idée et de le prendre chaque année, de le prendre une fois par 2 ans, une fois par 6 mois, par exemple, peut-être que ça peut être une bonne idée de s'approprier ces données plutôt que de juste laisser le temps passer, mais d'agir en amont, de connaître nos facteurs de risque. Et parfois, ça peut être aussi une motivation. Il y a des nutritionnistes qui ne sont pas très forts ou très fortes sur cette prise de mesure, comme par exemple se peser. Je pense que ça peut être un des éléments pour certaines personnes d'avoir une rétroaction, d'avoir un chiffre et pour pouvoir améliorer sa condition. Il y a Rachel qui pose la question « Comment faire pour perdre cette graisse? » C'est une vaste question. Je suis en train de préparer de prochains directs avec des experts, des expertes. Alors, je
conserve votre question, Rachel, pour qu'on prenne suffisamment de temps pour répondre à cette question. C'est une grande, grande question qui fait un lien aussi avec nos habitudes de vie, qui fait un lien, bien sûr, à notre façon de nous alimenter aussi, mais notre niveau d'activité physique et plein d'autres éléments. Alors, on pourra y revenir. Alors, donc, quand on parle de mesure, il y a l'IMC, il y a le tour de taille, comme on vient de voir. Il y a aussi le nombre de pas par jour. Connaissez-vous le nombre de pas par jour que vous faites? Je vous en ai parlé souvent dans plusieurs de mes vidéos, mais je ne pouvais pas vous parler de la prise de mesure pour se motiver à prendre soin de notre santé, à vivre longtemps, à augmenter en fait notre espérance de vie. Et on peut augmenter notre espérance de vie en diminuant, en s'intéressant à nos facteurs de risque. Et la prise du nombre de pas par jour, elle est à mon sens essentielle. Je trouve que c'est une donnée qui est sous-estimée dans nos systèmes de santé. Connaissez-vous le nombre de pas que vous faites par jour? Les gens connaissent de plus en plus ça. On sait que c'est corrélé avec beaucoup d'indicateurs de santé. Les personnes qui marchent moins, et toutes catégories d'intensité confondues sont plus à risque, par exemple, de diabète, de maladies cardiovasculaires notamment. Et il y a des liens aussi avec la santé physique et aussi avec l'espérance de vie. Il y a vraiment plein d'études qui l'ont démontré. Je vous en ai souvent parlé. Alors, comptez le nombre de pas. Vous pouvez prendre votre téléphone intelligent. Il y a des bracelets que vous pouvez porter, mais il y a aussi le podomètre, le petit objet qui est à droite, qui coûte très peu, qui est vraiment très abordable, qui fonctionne bien. Vous devez évidemment le porter à votre taille. Certains de mes patients ne considèrent pas essentiel de mesurer, de compter leur nombre de pas chaque jour de leur vie. Alors, parfois, ces personnes vont les compter leurs pas durant 2 semaines, durant 3 semaines. Et le fait de les avoir comptés durant 2-3 semaines, bien, ces personnes-là ont vraiment une meilleure idée du nombre de pas qu'elles font durant les semaines où elles ne portent pas le podomètre. Si vous avez un téléphone intelligent et vous l'avez toujours avec vous, ben, c'est génial parce que vous avez toujours accès à ces données-là. Mais le petit podomètre, très peu dispendieux, ça peut être aussi intéressant. Et on ne veut pas que ça devienne une obsession non plus, on ne veut pas que ça soit contre-productif, mais compter le nombre de pas, c'est quelque chose qui est, à mon sens, fondamental. Nous, personnes, individus, soucieuses de sa santé, mais aussi du côté des professionnels de la santé, votre médecin, votre infirmière, vous a-t-elle déjà posé la question combien de pas faites-vous par jour? Pourtant, c'est une donnée qui est vraiment très, très pertinente et très parlante aussi et qu'on devrait, à mon sens, inscrire dans un dossier. Les objectifs de pas par jour, il y en a, on peut s'en donner plusieurs. Un objectif qui est réalisable par plus de personnes, c'est 5000 pas par jour. Je vais vous donner des équivalences dans quelques secondes. Et là aussi, plus on augmente le nombre de pas par jour, plus on a des bienfaits sur notre santé, sur notre qualité de vie, sur le risque de maladies chroniques, le diabète, les maladies cardiovasculaires notamment, mais aussi certaines démences. Alors, si on arrivait à réduire la prévalence de ces maladies-là, ou égoïstement, si on arrivait dans notre propre vie à éloigner l'apparition des symptômes ou tout simplement empêcher ou bloquer l'apparition des symptômes, bien, c'est certain qu'on va vivre plus longtemps et on va vivre aussi avec une meilleure qualité de vie. Et il y a les gens qui diminuent leur facteur de risque, souvent, ces personnes-là, ça a l'air un peu curieux à dire, mais vont mourir en bonne santé. Plutôt que d'avoir les 3, 4, 5 dernières années de leur vie avec une piètre qualité de vie, ben, c'est le contraire. On va maintenir une qualité de vie. Et lorsqu'on dépasse 5000 pas par jour, on arrive en général à diminuer les facteurs de risque. Il y a un autre chiffre aussi qu'on entend souvent et dans les études, on a souvent identifié ce chiffre-là pour différents problèmes de santé, c'est 7500 pas par jour et vous êtes plusieurs à faire environ ce chiffre-là. Il y a Arlette qui nous écrit qu'elle fait 7000 pas par jour. Il y a d'autres personnes, il y a Doline qui fait 10 000 pas par jour, donc c'est quand même beaucoup plus. Ça peut sembler peut-être abstrait aussi pour certains d'entre vous, le nombre de pas par jour. Il y a OM qui fait 6 000 pas par jour. Alors, si on fait 6 000 pas par jour et on souhaite dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, atteindre 7 500 pas par jour, c'est réaliste. Si vous faites plutôt 2000 pas par jour, et pour vous donner une idée, quelqu'un qui ne sort pas souvent de la maison, qui fait tout à l'intérieur ou qui prend sa voiture pour faire ses courses et vaquer à ses occupations et à sa vie sociale, c'est assez fréquent que ces personnes vont faire 2000 pas par jour. Lorsqu'on fait tout à l'extérieur, lorsqu'on fait nos courses à pied, bien, on atteint en général davantage
un chiffre qui s'approche du 8000 pas par jour. Alors, si vous faites 2000 pas par jour et vous ciblez 7500 pas par jour dans un mois, c'est peut-être un défi qui sera difficile à relever. Peut-être que vous y arriverez, mais moi, je vous conseille d'augmenter le nombre de pas par jour à 1000 pas par jour par mois. Alors, si vous faites 2000 pas par jour, bien, donnez-vous quelques mois avant d'atteindre 5000 pas par jour. Ça sera peut-être plus lent comme progrès, mais peut-être que ces progrès, ces nouvelles habitudes seront pérennes et vous pourrez les intégrer à votre vie. Ce sera peut-être même un peu plus facile. Il n'y a pas d'urgence à changer drastiquement ces habitudes de vie, mais on n'oublie pas que le nombre de pas par jour, c'est presque un gage de bonne santé. Évidemment, il y a d'autres éléments qui influencent votre santé, mais c'est vraiment un chiffre, un facteur qui est vraiment déterminant. Et le chiffre qu'on entend souvent, c'est 10 000 pas par jour. Vous êtes plusieurs à atteindre ce chiffre-là de 10 000 pas par jour. Et le nombre de pas que vous faites, il est proportionnel aux bienfaits sur la santé. On n'a pas beaucoup d'études qui se sont penchées, qui ont analysé en fait des données qui excèdent le 14 ou le 16 ou le 18 000 pas par jour. Donc, ces données-là, dans les nombres élevés de pas par jour, elles sont en général moins fiables parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui franchissent ces seuils de 10, 12, 14, ou, en fait 12, 14 ou 16 000 pas par jour. Mais ce qu'on sait, c'est que plus on en fait en général, on a des gains sur notre santé qui sont proportionnels. Et pour préciser, le nombre de pas par jour, c'est toute catégorie d'intensité confondue, que ce soit des pas que vous faites à l'intérieur chez vous, de votre appartement, ou que ce soit des pas à l'extérieur que vous faites en randonnée sur une montagne. Tous les pas sont calculés, toutes catégories d'intensité confondues. On pourra reparler bientôt de l'intensité, mais vraiment, c'est tous les pas comptent lorsqu'on s'intéresse au nombre de pas par jour qu'on fait. Et si vous voulez avoir quelques équivalents, je vous donne des équivalents en nombre de pas et en kilomètres parcourus selon les vitesses. Ce n'est pas réaliste de vous dire que 1000 pas par jour, ça se fait soit en temps de minutes. Ça dépend de la vitesse à laquelle vous marchez. Donc, ça dépend de la longueur de vos pas, ça dépend de plusieurs facteurs. Alors, je préfère vous le donner comme ça, selon la vitesse et en minutes. Alors, vous pourrez revoir la vidéo si vous le souhaitez. Mais vous avez des équivalences. Vous me posez souvent ces questions avec les équivalences et méfiez-vous des équivalences qu'on vous donne sans tenir compte de la vitesse de marche. Il y a vraiment beaucoup de personnes sur la Terre avec des conditions physiques très différentes. Moi, je marche très rapidement. J'ai toujours marché très rapidement. C'est dans ma nature, j'imagine. Et j'ai des amis qui sont quand même en forme et qui marchent moins vite. Alors, nos nombres de pas, la distance parcourue, le temps, on doit tenir compte de la vitesse de pas. Sinon, méfiez-vous de ces données-là. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus fiable. Alors, si on continue avec la prochaine diapo, il y a un autre type de mesure, en fait, la mesure de la tension artérielle. On va peut-être passer un peu moins de temps sur la mesure de la tension artérielle, mais prenez-vous votre tension artérielle. Encore une fois, si vous avez 20 ou 30 ans, vous ne vous levez certainement pas chaque jour en vous disant « je vais prendre ma tension artérielle » et c'est peut-être une donnée moins pertinente lorsqu'on a 20-30 ans d'un point de vue populationnel. Mais lorsqu'on progresse dans les décennies, à partir de 40, 50 ans, 60 ans et encore plus, c'est intéressant de prendre notre tension artérielle, de connaître cette donnée-là, parce que la tension artérielle, c'est vraiment, ou la haute tension artérielle, c'est vraiment un tueur en série. Il y a vraiment l'unanimité là-dessus. Plus notre tension est élevée et plus on est à risque de plusieurs problèmes, notamment des problèmes cardiovasculaires, mais vraiment une longue liste de problèmes de santé. Et si on ajoute la tension artérielle avec une haute tension artérielle avec l'obésité abdominale, bien là, il y a un effet multiplicateur sur le risque. Alors, si vous ne connaissez pas votre tour de taille ni votre tension artérielle, peut-être qu'il y a des problèmes de santé pour lesquels vous êtes très à risque, même s'il n'y en a jamais eu, par exemple, dans votre famille, parce que la génétique, évidemment, ça fait partie des facteurs de risque non modifiables, mais si vous ne la prenez pas, votre tension artérielle, vous pouvez ne pas savoir que vous faites de la haute tension artérielle, et pour ça, on n'a pas besoin d'aller chez le médecin pour pouvoir connaître notre tension artérielle. On peut la prendre soi-même à la maison. Évidemment, ça ne nous empêche pas d'aller consulter notre médecin. Alors, la haute tension artérielle, c'est 140 mm de mercure ou plus.
la pression systolique. Je pourrais refaire un direct pour entrer vraiment dans les détails. La pression diastolique, parce qu'il y a une pression quand le cœur se contracte et il y a une pression quand le cœur se relâche. Et la pression diastolique, la pression la plus basse, parce qu'on a 2 chiffres lorsqu'on nous donne la pression. Vous êtes certainement, pour plusieurs d'entre vous, familières avec cette notion de pression systolique et diastolique. Donc, la haute tension artérielle, c'est 90 mm de mercure. Et on s'intéresse aux 2 chiffres tout le temps, mais on s'intéresse particulièrement au premier chiffre, au chiffre qui est le plus haut. Alors, de la prendre, cette tension artérielle, chez moi, j'ai mon petit bidule ici pour la mesurer. Donc, je la prends 2 fois par année. Je suis en bonne santé, je n'ai pas de symptômes. Je vous en ai déjà parlé. Moi, je ne connais pas ma mère biologique. J'ai été adopté à la naissance, donc je n'ai pas mes antécédents familiaux. Alors, peut-être que dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes de tension artérielle, bien qu'elles avaient un IMC normal, entre guillemets, un IMC, un poids santé, bien qu'elles n'avaient pas d'obésité, etc., on peut avoir une haute tension artérielle sans symptômes. Et je vous remontre les chiffres pour que vous puissiez vous en souvenir. C'est 2 chiffres qui sont assez simples à mémoriser. Et on arrive comme ça, souvent, à dépister des problèmes de santé qui auraient passé complètement inaperçus. Et parfois, lorsqu'on a, par exemple, un AVC, c'est jamais trop tard pour intervenir, mais on aurait préféré intervenir avant. Alors, si vous faites de la tension artérielle, vous ne suivez pas 2-3 conseils donnés sur YouTube. Vous allez voir votre médecin pour que votre médecin vous évalue, vous suive et puisse choisir le bon traitement pour pouvoir contrôler votre pression artérielle. Votre pression artérielle, c'est vraiment fondamental. Un autre élément qu'on ne peut pas mesurer soi-même, mais je vous en parle quand même parce que je trouve que ma présentation ne serait pas complète si on ne parlait pas des fonctions cognitives. Et ça, on n'a pas... Moi, je ne connais pas d'outils avec lesquels on peut évaluer nous-mêmes nos fonctions cognitives. S'il y a des neuropsychologues à l'écoute, écrivez-moi dans les commentaires s'il existe des outils auto-administrés, donc on peut s'administrer soi-même pour mesurer nos fonctions cognitives. Mais moi, je vous lance un défi. Pouvez-vous nommer 4 fonctions cognitives sans trop aller chercher sur le web? Et c'est pas si simple lorsque je donne des conférences. Vous le savez, je donne des conférences un peu partout et je pose souvent la question, qui peut me nommer rapidement 4 fonctions cognitives? Et il y a sur 100 personnes, il n'y a jamais plus que 2-3 personnes qui peuvent nommer des fonctions cognitives et on n'a pas à se sentir coupable de ça, mais on doit, je pense, bien connaître nos fonctions cognitives, au moins quelques-unes d'entre elles. Je vous en présente. Il y en a vraiment plusieurs. Alors, on parle de ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. C'est aussi très physiologique ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Et lorsqu'on a une haute tension artérielle, lorsqu'on a différentes comorbidités, parfois, avec l'avancée en âge, le fonctionnement du cerveau, parfois, il n'est pas optimal et il y a plusieurs situations qui feraient en sorte que nos fonctions cognitives seraient peut-être moins vives et c'est parfois, souvent, pathologique et l'avancée en âge n'est pas non plus associée à une dégradation catastrophique des fonctions cognitives qui peuvent aussi être stimulées qui peuvent être donc stimulées avec des exercices, avec l'activité physique. On a déjà parlé de ça dans d'autres directs ou dans d'autres de mes vidéos. Alors, je vous en montre quelques-unes. Vous m'avez nommé la mémoire, l'attention. Vous voyez l'attention soutenue, être capable de se concentrer longtemps sur quelque chose. On a le contrôle de l'inhibition. Donc, moi, je vous donne une présentation en ce moment. Il y a eu un bruit tout à l'heure devant moi sur une de mes tablettes. Ça m'a distrait. Donc, je ne suis pas arrivé à inhiber ce signal-là. L'exemple que je vous donne aussi, je pourrais vous parler d'attention. Je pourrais aussi vous parler d'attention sélective. Il y a la vitesse de traitement de l'information, la flexibilité cognitive. Si je vous montre à résoudre un problème d'une certaine façon, parviendrez-vous à le résoudre d'une autre façon? La mémoire de travail, cette mémoire, ces informations qu'on peut garder un certain temps, avec lesquelles on peut jongler pour résoudre, par exemple, certains problèmes. Et vous voyez d'autres fonctions cognitives. Alors, ces fonctions cognitives-là, elles sont essentielles à notre santé et de pouvoir au moins en prendre conscience, les connaître et de pouvoir distinguer ces différentes fonctions autres que la mémoire. Ça, on est familier évidemment avec cette fonction cognitive qui est tellement importante, la mémoire, mais il y en a beaucoup d'autres et lorsqu'on veut les stimuler,
parce que ça fonctionne, la stimulation cognitive, pour prendre soin de sa santé, pour vivre en santé et vivre longtemps. Quand je vous parlais de vivre, d'avoir une bonne qualité de vie, ça inclut aussi d'avoir des fonctions cognitives qui sont vives et qui nous permettent d'avoir une bonne qualité de vie. Alors, c'était les informations que je voulais vous donner en ce qui concerne les mesures. Ça peut sembler théorique, je pense que c'est fondamental. On est complètement, comme société, obsédé par le poids. Lorsqu'on se pèse, c'est un chiffre que le pèse-personne nous donne et on prend du poids. En général, on s'inquiète quand on en prend, on s'inquiète un peu moins quand on en perd. Il y a d'autres mesures qui sont fondamentales pour prendre soin de sa santé, pour diminuer certains facteurs de risque. Je vous en ai donné quelques-unes. Il y en a d'autres et j'espère que ces données-là vont pouvoir vous aider à prendre soin de votre santé, à vivre plus longtemps et à préserver votre qualité de vie. Je vous remercie pour votre attention. C'est toujours agréable de vous présenter ces contenus. J'espère que ces contenus vous auront été utiles, vous aideront aussi à vivre en meilleure santé, à vivre plus longtemps, vous aideront peut-être aussi à vous motiver pour poser un geste aujourd'hui, peut-être aussi demain. N'hésitez pas à réécouter ce direct ou les fragments de la vidéo. Je vous remercie aussi pour vos contributions. Vous le savez, ces contributions sont essentielles à la pérennité de l'offre que je vous présente sur le web. J'ai publié plus de 700 vidéos, j'ai envoyé des centaines et des centaines d'infolettres. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez aussi vous abonner à des courriels thématiques sur des problèmes de santé précis. Tout ça est gratuit. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres, vous le savez, sont disponibles aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez commander mes livres vraiment en version papier à cette librairie ou aller les chercher en personne si vous habitez pas trop loin de Paris et vous allez trouver aussi, comme je le disais, beaucoup d'informations sur mon site web. Alors, je vous dis peut-être à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Je lis tous vos commentaires et je m'en inspire aussi pour vous préparer de prochains directs et de prochaines vidéos. Alors, merci et à une prochaine fois. Au revoir.